Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Dans le cadre de l'activité de Walter Hallstein, qui d'ailleurs avait été entre-temps formaté ou reformaté en université américaine avant d'avoir la fonction européenne, pour ceux que ça intéresse, je voudrais conseiller la lecture de 2 livres. Wall Street et la révolution bolchevique, d'une part, et Wall Street et l'ascension d'Hitler, d'autre part. Absolument, je confirme. Je confirme. Je me permets de dire une chose sur cette affaire Anthony. D'abord, c'est vrai, vous avez raison, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça sort maintenant, enfin ça sort après donc plusieurs décennies. Dans notre mouvement politique, certains parfois me disent, m'ont reproché, mais vous n'allez pas assez loin, vous ne parlez pas de ci, de ça, les Bilderberg, les Illuminati, les Skulls and Bones, les chemtrails, les ci, les trucs et machin. Bon. J'ai toujours la même réponse, je dis nous essayons d'être ni myopes ni presbytes. Myopes, ce sont les gens qui croient que la scène politique qu'on leur présente à la télé correspond à la réalité. Les Français qui croient que Hollande a tout pouvoir, comme pouvait l'avoir De Gaulle. Non. Il y a de moins en moins de gens qui le croient, d'ailleurs. La situation en France, vous connaissez, c'est comme nous sommes voisins, la situation en France est extrêmement mauvaise en ce moment. Et c'est un pays qui... Enfin, quand on connaît un peu la France, c'est un pays qui est en train de préparer à mon avis, des événements politiques graves vont arriver en France, hein, parce que la tension monte, je vois dans toutes les couches de la société, quand je vais en province un peu partout, il y a quand même... Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui viennent m'écouter, ce qui est quand même un symptôme. Bon. Mais, donc de moins en moins de gens sont myopes. Il ne faut pas être, à mon avis, presbyte, c'est-à-dire toujours chercher plus loin. Vous parlez d'Anthony Sutton à juste titre, mais en 1940... Imaginez que quelqu'un soit allé voir De Gaulle le 19 juin, le lendemain du 18 juin, en disant « Mon général, j'ai entendu votre discours d'hier, très bien, mais avant que je m'engage dans la France libre, j'aimerais que vous me parliez de la famille Bush et comment ils financent Hitler. » C'est pas le problème. Ça sert à quoi? Un mouvement politique, moi je ne prétends pas, chacun a son rôle. Il y a des gens, ils ont raison, des universitaires ont tout à fait raison, je m'en félicite. Il y a des think tanks. Nous sommes un mouvement politique. Nous avons comme ambition, elle est élevée, de changer les choses pour de bon. Or, changer les choses pour de bon, il y a un moment à partir duquel il faut... ça y est, on s'engage, on adhère au mouvement politique, on fait... Et puis on vise et on demande toujours la même chose. Ça, c'est très important en termes de stratégie, j'allais dire, militaire comme politique. C'est de ne pas être vibrionnant, de ne pas changer de sujet constamment. C'est toujours la même chose. Voilà. C'était ça que faisait De Gaulle, c'était ça que la résistance voulait. La libération du pays. Les gens n'allaient pas voir De Gaulle. Il y a des gens qui me disent « Ah, qu'est-ce que vous pensez du mariage pour tous? Qu'est-ce que vous pensez de l'énergie nucléaire? Qu'est-ce que vous pensez? Vous n'avez pas réagi sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, etc. » Mais je dis « Mais attendez, d'abord, nous sommes un mouvement qui voulons rassembler à droite et à gauche et au centre. Donc si on commence à prendre des positions sur des sujets clivants, ben si je prends position sur tout, à la fin, je me retrouverai tout seul. Alors, je pourrais aussi dire qu'est-ce que j'aime comme musique et le peintre de la Renaissance que je préfère. Et à la fin des fins, si tout le monde doit être comme moi, je serai tout seul. Donc nous disons il y a des sujets de priorité différentes. La priorité des priorités, c'est de rendre aux Français les manettes. Tant que les Français n'auront pas les manettes, nous n'arriverons à rien. J'ajoute d'ailleurs que c'est un problème psychologique, puisqu'il en est... Je pense que c'est la même chose en Belgique et dans beaucoup d'autres pays d'Europe d'ailleurs. Le problème numéro 1 de la France, avant qu'il soit économique, monétaire, social, diplomatique, il est d'abord moral. En France, on a mis dans la tête des Français qu'ils ne sont que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont été, leur conception du monde, que tout est bon à acheter aux chiens. Rien ne vaut. C'est comme si vous aviez un enfant et que vous lui disiez jour après jour « T'es nul, t'es pas beau, t'es moche, tu travailles mal ». À 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, t'es nul. C'est ce qu'on dit aux Français depuis maintenant des années. Mais ça n'existe pas dans l'histoire du monde qu'un peuple se soit redressé comme ça. Il suffit d'ailleurs de voir quels sont les pays qui marchent bien. Allez voir donc ce qui se passe en Thaïlande, ce qui se passe en Corée, en Chine, etc. Dans tous les pays du monde, l'économie ne se développe bien qu'à la condition que les gens, c'est comme un individu. Un individu n'est heureux, ne prospère que s'il a confiance en lui-même, que s'il voit l'avenir de façon positive, que si ses parents l'aiment et lui ont dit qu'il était intelligent ou intelligente, qu'il était le plus aimé des enfants, etc.
C'est la même chose pour un peuple. Donc la première chose, c'est d'abord une crise morale qui est formidable. Donc nous, notre objectif, c'est celui-là, et de dire aux Français, vous avez une possibilité d'en sortir. Notre objectif, ça n'est pas d'aller répondre à uns et aux autres. Donc moi, quand on m'interroge sur tous ces sujets clivants, j'ai mon opinion personnellement de citoyen sur tous ces sujets, sur le nucléaire, sur le mariage pour... J'ai mon opinion, figurez-vous. Comme tout le monde. Simplement, nous avons, c'est un peu comme le CNR, le Conseil national de la résistance, si on veut rassembler les gens, il faut qu'on se rassemble sur le plus grand dénominateur commun. Voilà. Je le dis souvent sous forme de plaisanterie. Imaginez quelqu'un qui soit allé voir De Gaulle le 19 juin à Londres en disant « Mon général, j'ai écouté votre discours dire c'est vachement bien, mais avant que je m'engage dans la France libre, dites-moi ce que vous pensez du mariage gay. » Évidemment, je fais un anachronisme, mais imaginez De Gaulle. Foutez-moi le camp. Voilà. Alors mettons, en parlant pas du mariage, mais qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du houillère des bassins de Lorraine? Ou qu'est-ce que vous pensez de la revalorisation des retraites? Non, mais c'est important ce que je dis. C'est que ça, c'est vraiment assez curieux, c'est que les gens ne se rendent pas compte de la hiérarchie des priorités. Ce dont nous parlons, c'est de libération. Nous ne sommes pas un mouvement souverainiste, on est un mouvement de libération nationale. On refuse le terme de souverainisme. Moi, je ne le connais pas. C'est un truc. C'est pas ce que les Québécois, j'adore les Québécois, mais c'est pas ce qui est le meilleur qu'ils nous ont donné. D'ailleurs, leur mouvement n'a jamais réussi à avoir l'indépendance du Québec. Ça prouve qu'il y a un truc vicié. Nous n'aimons pas l'adjectif de souverainiste parce qu'il rajoute un isme à quelque chose qui est un absolu. Comme si vous disiez, vous êtes pour la liberté. Ah, vous êtes pour la liberté, vous êtes un libertiste. Ah non. D'ailleurs, en français, on dit le droit de l'hommisme, c'est une façon dépréciative. Des gens qui défendent les droits de l'homme, on dit, ah, vous êtes un droit de l'hommisme. C'est une façon dépréciative en langue française. Donc dire souverainiste, ça voudrait dire que la souveraineté nationale, bon oui, c'est une opinion comme une autre, mais c'est pas une opinion comme une autre. D'abord, ça figure en tête de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie du bloc de constitutionnalité de la France, puisque c'est dans le préambule de notre Constitution actuelle. Mais ensuite, le titre 1 de la Constitution française, c'est de la souveraineté. L'article 7 fixe que les partis politiques français doivent respecter le principe de la souveraineté nationale. Donc nous disons c'est un absolu, c'est quelque chose qu'il faut faire respecter. Nous sommes un mouvement de libération nationale. Il ne serait pas venu aux gens de considérer que les Viet Cong au Vietnam ou que le FLN en Algérie étaient des souverainistes. C'était des mouvements d'indépendance nationale. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Allez-y. J'ai deux questions en fait. Si le micro veut bien. La première est plus importante que la seconde, qui est plus anecdotique, c'est pourquoi vouloir sortir de l'Europe plutôt que de la transformer dans un sens, puisque vous dites dans un sens que l'Europe maintenant est un peu un pantin dont l'Amérique tire les ficelles. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de couper les ficelles et d'en reprendre le contrôle? Et alors la deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà essayé de faire une page Wikipédia pour l'UPR, ou alors parce que vous disiez que vous n'étiez pas présent sur Wikipédia, mais il me semble que chacun peut proposer justement des pages. Est-ce que vous l'avez fait? Alors, je vais répondre par des deux questions. La deuxième, oui, nous avons fait deux pages, une page François Asselineau, une page sur Wikipédia UPR. On l'a fait en 2007, elle a duré quelques semaines, elle était tout à fait selon les critères Wikipédia, c'était pas du tout promotionnel, c'était informatif, il y avait quelques lignes, et nous avons eu droit, il y a eu l'ouverture d'un procès, comme ça s'appelle, en non-représentativité. Et bon, c'est vrai qu'en 2007, on était très peu nombreux, et ça a été dans sa grande sagesse un certain docteur Cosmos, qui était le responsable de l'époque, c'est amusant comme surnom, enfin comme pseudo, le docteur Cosmos a décidé que nous n'étions pas représentatifs, nous avons été virés. Donc ça fait maintenant 6 ans, entre-temps on est passé bientôt à 3000 adhérents, on commence vraiment à peser sur la scène politique française, et ils ne veulent pas en démordre, et c'est comme ça, mais nous sommes passés par d'autres voies détournées, j'ai donc une page sur Wikipédia anglais, où il y a eu un débat d'ailleurs, et puis ils ont accepté, puis quand ils voient le flux de consultation, je suppose qu'ils ont dû... Parce que le problème, est-ce que Wikipédia est une encyclopédie comme ils prétendent l'être, ou est-ce que c'est un club? Est-ce que c'est un truc à la Oscar Wilde, un club avec des gens chics à West End, à Londres? Non. Si ça ne leur plaît pas, est-ce que c'est le wuzou? Vous savez qu'au wuzou, tout le monde ne vient pas. Mais si c'est une encyclopédie, normalement dans une encyclopédie, surtout une encyclopédie immatérielle, ils ne sont pas contenus par le nombre de pages papier. Qu'est-ce que ça peut leur faire d'ouvrir ou non une page sur notre site? Donc en fait, ils sont en train de tourner en ridicule Wikipédia français, puisque nous avons donc une page Wikipédia anglais qui est très consultée, Wikipédia English. Nous avons Wikipédia Espéranto,
On a un adhérent qui nous l'a mis en espéranto. On a une page Wikipédia espagnole. Ma notice est également sur Wikipédia Russie et sur Wikipédia japonais. Voilà. Et on va bientôt la voir dans d'autres langues. Donc bientôt, je serai sur toutes les pages Wikipédia d'environ, je sais pas, une vingtaine de grandes langues du monde, sauf en français. À la limite, je trouve que ça commence à devenir assez chic, finalement. Et d'ailleurs, je pense que ça nous rapporte plus de gens que ça nous en éloigne. Pour l'autre question, qui est une question effectivement moins anecdotique, quoique ce verrouillage, cette omerta de Wikipédia français contre nous est quand même très étrange. Pour la première question, c'est une question qui est très importante que vous posez. Si j'avais mais vous allez... En plus, c'est pas mon ordinateur, je ne sais pas le manipuler. Mais sinon, je vous aurais montré une petite démonstration. La démonstration est la suivante. Pour changer d'Europe, il faut l'unanimité des États pour changer les traités. Alors certains disent oui, mais il y a des décisions qui se prennent à la majorité. Oui, d'accord, mais les traités sont les traités. L'article 63 qui interdit toute réglementation, toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux, c'est dans les traités. C'est pas un truc à la majorité, il faut l'unanimité pour modifier ça. Il faut l'unanimité pour modifier l'article 123 qui interdit à la BCE de monétiser une partie des dettes publiques. Il faut l'unanimité pour modifier l'article 121 sur les grandes orientations de politique économique qui fixe, la Commission fixe aux États une politique économique, voilà. Il faut l'unanimité pour modifier l'article 42 du traité de l'Union européenne qui met la défense sous la tutelle de l'OTAN. Donc tous les grands sujets les plus fondamentaux dépendent des traités. Alors pour changer un traité, il faut l'unanimité. Alors, imaginons que nous voulions, comme M. Mélenchon... Non. Mettons quelqu'un de social-démocrate qui dit « Moi, je voudrais une Europe social-démocrate ». En gros... Quelle est la probabilité qu'un État ait un gouvernement social-démocrate plutôt qu'un gouvernement de droite libérale? Pour simplifier, je dis 50%. En gros, tout ça est très simplifié, ce que je vais vous dire. 50%. Mais pour qu'il y ait l'unanimité, il faut que tous les 27 États, au même moment, aient tous un gouvernement social-démocrate. Quelle est la probabilité que 27 États aient un gouvernement social-démocrate si dans chaque État la probabilité est de 50%? Alors c'est un tout petit problème mathématique pas très compliqué à comprendre. Je l'ai fait devant l'école polytechnique. À Massy-Palaiseau, mes étudiants ont été conquis. Donc a priori, ça vaut... mon raisonnement tient la route. Très simple. 50% en France. Si c'est la France et l'Allemagne, en Allemagne, il y a 50% aussi, par exemple, qui a un gouvernement social-démocrate. Il y a 4 configurations. Soit on a 2 gouvernements de droite libérale à Paris et Berlin. Première configuration, ça ne marche pas. Deuxième configuration, on a un gouvernement socialiste en France, de droite libérale en Allemagne, c'est le cas actuel, Hollande-Merkel, ça ne marche pas, puisqu'il faut l'unanimité. Troisième configuration, on a un gouvernement de droite libérale en France, social-démocrate en Allemagne, c'était le cas Chirac-Schröder, ça ne marche toujours pas. Quatrième configuration, on a le Parti socialiste en France et le SPD en Allemagne, là c'est bon. Donc on a 25% de chance. C'est donc 0,5 au carré, à la puissance du nombre d'États. Si vous faites ce résultat de proche en proche avec l'Espagne, vous verrez qu'il y a 8 probabilités, il n'y a plus qu'un cas sur les 8, ça fait plus que 12,5. 0,5 au cube. Et vous apercevrez de proche en proche que pour que 27 États, au même moment, aient tous un gouvernement social-démocrate, ça fait 0,5 à la puissance 27. Ça représente 6 heures tous les 100 000 ans. Et encore, ne s'agit-il que d'une approximation très favorable, puisqu'elle ne tient pas compte des divergences des intérêts nationaux. Je fais comme si les sociodémocrates chypriotes, italiens ou français étaient les mêmes que les sociodémocrates néerlandais, allemands ou finlandais, alors que par ailleurs, ils n'ont pas du tout la même vision du monde. Ou que le Labour britannique. Le Labour britannique est peut-être plus à droite que l'UMP français. Donc vous voyez que rien que là, on est à 6 heures tous les 100 000 ans. D'ailleurs, la Commission européenne, allez regarder, je montrerai ça à mes étudiants, j'ai tout ça en machine si vous voulez, je le montrerai, tiens, demain, venez enfin, si vous avez la possibilité de venir à Bruxelles demain, je fais ce raisonnement demain, vous verrez. Toutes les profs, vous verrez que la Commission
est en situation de cohabitation permanente. Vous avez des sociodémocrates, vous avez des gens de droite libérale, vous avez des gens de l'équivalent du centrisme, vous avez que ça. Avec 27, lorsque les Français ont élu Hollande croyant passer aux socialistes, quelques mois avant, les Espagnols étaient passés de Zapatero à Rajoy et avaient fait le chemin inverse. Donc dans les 27, ça ne change rien. Alors ça, ce que je vous ai dit, c'était un calcul très favorable. Maintenant, si vous êtes par exemple un partisan de M. Mélenchon, disons d'une gauche bien rouge, avec très fort service public, nationalisation, voilà un truc un peu anti-OTAN, etc. Nous, on a des colorations un peu comme ça. Hein. Enfin, moi, j'ai le pédigré d'un homme dit de droite, parce que j'ai été dans des cabinets de droite. Mais enfin, je crois qu'on a un programme politique qui est peut-être le plus à gauche qui soit, comme ça. Mais c'est à la limite la magie de notre UPR, ça ressemble là aussi un peu au CNR. Au CNR, De Gaulle était un homme de droite, mais la majorité des gens au CNR, c'est des communistes, des socialistes. Bon, il y avait des gaullistes aussi, puis il y avait des gens il y avait tout. Mais il y avait quand même plutôt une majorité de gauche. Je reviens à Mélenchon. J'ai d'ailleurs publié aujourd'hui même un article là-dessus sur... puisqu'il y a eu un syndicat qui s'appelle RMT, le principal syndicat des transports britanniques, des ouvriers du transport, qui demande la sortie de l'Union européenne. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que vous en pensez, M. Mélenchon? Puisque lui, il traite ceux qui veulent sortir de l'Union européenne Il a dit que ceux qui voulaient sortir de l'euro, c'était des pétainistes. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Là, je parle d'un autre principe. C'est pas 50%, je dis... C'est pareil pour les écologistes, les gens qui vous disent il faut une Europe écolo. Ou pour l'extrême droite, qui vous disent il faut une Europe blanche. Je dis que je pars du principe extrêmement gentil, je dis ils ont 15% de probabilité d'arriver au pouvoir. En fait, c'est pas le cas. La probabilité que M. Mélenchon arrive au pouvoir en France n'est pas de 15%. 15%, ça voudrait dire que sa probabilité d'arriver au pouvoir serait de quoi à peu près une fois tous les 6 ans. C'est pas vrai. Ben ouais, le Parti communiste français a été créé en 1920, pas tout à fait, mais à peu près, la scission de la SFIO au Congrès de Tours en 1920. On va fêter le 100e anniversaire, ils ne sont jamais arrivés au pouvoir en 100 ans. Bon. Mais je dis même 15%. En France, vous imaginez, dans les pays comme la Scandinavie, le discours Mélenchon passe pas du tout. Bon. Mais j'imagine 15%, ou des écologistes, que dans chacun des 27 États, il y ait 15% de probabilité qu'un parti écologiste arrive à la tête d'une coalition au gouvernement. Ça n'est jamais arrivé nulle part en Europe, d'ailleurs. Hein. Il y a des partis écologistes qui ont fait des scores importants dans les pays d'Europe du Nord ou en Allemagne. Ils ont fait, dans le meilleur des cas, 20%. Ils ne sont jamais arrivés en tête d'une coalition. Donc je fais quand même un calcul très gentil. 15% de probabilité dans 27 États pour avoir un changement total d'Europe qui serait par exemple une Europe écolo ou bien une Europe qui serait une Europe d'extrême gauche. C'est le même calcul que tout à l'heure, mais c'est pas 0,5 à la puissance 27, cette fois-ci c'est 0,15 à la puissance 27. Ça fait exactement 1,8 secondes tous les trillions d'années. C'est tous les 10 milliards d'années. La probabilité statistique que 27 États aient un même gouvernement dont l'occurrence de l'accès au pouvoir est de 15%. Alors vous imaginez pour l'extrême gauche, par exemple l'Europe des travailleurs de Mme Laguillet ou de M. Poutou, là la probabilité, mettons, est de 1%, donc ça revient, c'est avant le Big Bang. Hein. Mais non, mais c'est ce que je viens de vous dire. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est c'est une implacabilité statistique, ce que je vous dis. Il ne peut pas y avoir d'autre Europe. Point. D'ailleurs, des gens, par exemple, très à gauche, je pense à des gens d'extrême gauche, des gens qui étaient... La France a eu un fort parti communiste. La France et l'Italie, et l'Espagne, le Portugal, avant Salazar et Franco. C'est d'ailleurs pas... C'est pas anodin, c'est des pays de tradition catholique romaine qui ont eu des forts partis communistes. Les pays protestants ont eu très peu d'appétence pour le communisme. L'Allemagne est un peu entre les deux, puisqu'il y a l'Allemagne rhénane catholique et puis il y a l'Allemagne prussienne qui est protestante. Mais on n'a pas eu, c'est dans les pays catholiques romains qu'il y a eu une espèce de transmutation du sentiment catholique qui a quitté l'Église pour entrer dans les cellules du Parti communiste. Bon.
les gens qui étaient très communistes en France, au meilleur des cas, en 1947, les grèves insurrectionnelles, ou 1948 ou 49, le Parti communiste français a atteint son sommet, il a eu 28% des voix aux élections législatives. 28% des voix. Il n'a jamais fait mieux en 100 ans. Et maintenant, d'ailleurs, il n'y a plus de parti communiste en France. Enfin, s'il y en a un, mais il ne s'appelle pas PCF. Mais le PCF actuel n'est plus communiste. Il n'a rien de communiste. Il n'est pas marxiste-léniniste. Bon, il n'est pas communiste. Je dis à ces gens-là, en 100 ans, le mieux que vous ayez eu, c'est 28%. Mais au même moment, au cours des 100 ans qui se sont écoulés, le Parti communiste aux Pays-Bas n'a jamais dû dépasser 2%. En Finlande, 0,1%. Peut-être pas, parce qu'il y a un moment, elle a été finlandisée, mais au Royaume-Uni, enfin, il y a beaucoup de pays d'Europe du Nord où le communisme n'a jamais dépassé les 3-4%. Comment est-ce que vous pouvez imaginer, vous, alors que la France toute seule n'y est pas arrivée, alors qu'il y avait 28% de communisme, que vous allez y arriver en vous alliant avec des pays qui, historiquement, traditionnellement, sont complètement rétifs à ça? C'est dément. Non, mais je vous dis ça communiste, je ne dis pas que vous êtes communiste, je prends cet exemple. Je dis, vous voyez, vous ne pouvez donc pas avoir un changement d'Europe, parce que je ne sais pas ce que vous avez à l'esprit, mais par exemple, imaginez que vous vouliez une Europe européenne. De Gaulle s'y est cassé les dents. De Gaulle, qui avait imaginé une Europe européenne qui serait antithétique des États-Unis, s'y est cassé les dents. Il avait voulu, c'est pour ça qu'il ne voulait pas l'entrée du Royaume-Uni, je l'explique dans ma conférence qui gouverne la France, et c'est pour ça qu'il avait essayé, avec les Allemands, de faire le traité franco-allemand de l'Élysée. Mais les Allemands préfèrent, et c'est ce qu'il a découvert au long des années 60, les Allemands préféraient être avec les Américains qu'avec les Français. Parce que les Allemands ont plus d'atomes crochus avec les Américains pour les raisons que j'évoquais brièvement tout à l'heure. C'est comme ça. Actuellement, allez donc voir les Polonais, allez voir les Estoniens, les Lettons, ils veulent le parapluie américain. Ils le veulent, on peut les comprendre. Si on était polonais, on aurait un souvenir historique, c'est que ce pays a été partagé plusieurs fois entre leurs voisins de l'Ouest et leurs voisins de l'Est. L'Allemagne et la Russie. Et ils savent depuis 1940, les Polonais savent que le parapluie protecteur que peut offrir le Royaume-Uni d'un côté et la France de l'autre ne vaut rien. Ils avaient espoir en la France depuis que Louis XV s'était marié avec Marie Leczinska. En 1940, la France a été battue à plat de couture. Bon, donc si vous étiez polonais, ben vous souhaiteriez le parapluie américain. C'est logique. Hein. Moi, je me mets à la place des autres. Voilà. C'est justement parce que je me mets à la place des autres pays d'Europe que j'aime bien, je suis allé dans presque tous les pays d'Europe, c'est parce que j'essaie de les comprendre en profondeur que je comprends que nous ne pouvons pas avoir la même conception des choses. Nous n'avons même pas les mêmes mots pour le dire. Je l'ai expliqué une fois, plusieurs fois. On ne peut pas avoir, par exemple, une constitution européenne, on ne peut même pas avoir ça. Parce qu'une constitution, en français, ça vient du latin cum statuere, ça veut dire se réunir ensemble. Statuere, tous ensemble, cum. Il y a l'idée d'une réunion provisoire où on fixe des règles du jeu de façon solennelle, puis on peut en changer ultérieurement. Les Français sont d'ailleurs les champions du monde du nombre de constitutions. On adore ça. Les Français ont été très déclamatoires. Les Français adorent jouer, donner des leçons au monde entier, etc. Ça, c'est le côté très français. Bon. Mais les Allemands, eux, sont tout à fait différents. En allemand, une constitution, ça se dit die Verfassung. Ça vient du verbe fassen, qui veut dire ligoter, avec le préfixe ver, ver, qui veut dire définitivement. C'est le lien éternel, die Verfassung. Ils disent aussi der Grundgesetz, c'est-à-dire la loi fondamentale. Ils ne disent pas Constitution, ça n'existe pas. Donc, pour un Allemand, une constitution, c'est un truc fondamental auquel on n'a pas le droit de toucher, c'est un lien éternel. Il n'y a pratiquement aucune réforme de la Deutsche Verfassung, de la Bundesrepublik. Le tribunal institutionnel de Karlsruhe est là pour vérifier l'application à la lettre. Il n'est pas là comme nous. Lorsqu'il y a eu les traités européens, nous, le Conseil constitutionnel en France, a dit qu'il faut modifier la Constitution pour tenir compte des traités. Le tribunal de Karlsruhe a dit non, pas du tout. Hein. Eux, ils veulent faire respecter. D'ailleurs, ils ont dit que si ça continuait comme ça, il fallait que la République fédérale d'Allemagne quitte la construction européenne. Je renvoie
à ma conférence de demain à Bruxelles, si vraiment ça touche. Il y a beaucoup de sujets dont je traiterai demain, dont je n'ai pas du tout parlé ce soir, qui, à mon avis, pourraient vous intéresser, parce que justement, je parle aussi de ça. Maintenant, les Britanniques, ils n'ont pas de constitution. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est un pays de droit oral. Les Allemands, c'est un pays de droit écrit, les Britanniques, c'est un pays de droit oral. Ce que je dis est tellement vrai que lorsqu'il y a eu le débat sur la Constitution européenne, M. Anthony Blair, le Premier ministre de l'époque, que les agences de com avaient appelé Tony Blair. Monsieur Anthony Blair, il y a eu un débat à la télévision et il y a un auditeur qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on n'a pas de constitution. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir une constitution européenne ?» Réponse du Premier ministre britannique « Ne vous en faites pas. On a appelé ça Constitution européenne pour faire plaisir aux Français, parce que c'est leur truc. » Ben oui, parce que les Français, c'est Giscard, les acte. Les Français ont toujours un côté grandiloquent historique, vous les connaissez, ils sont insupportables sous certains côtés. Et donc, ils ont toujours l'impression de refaire 89, ou 1791, notre première constitution, 14 septembre 1791. Voilà, les Français veulent faire acte historique. Parce que nous, on aime ça, on est un pays latin. Les Anglais sont des gens pragmatiques. Donc, quand il y a oui, on appelle ça constitution, parce que c'est les Français qui l'ont voulu, c'est pour leur faire plaisir. Mais pour nous, ça ne change rien, ça n'est qu'un traité international de plus. Il avait d'ailleurs raison. C'était pas une constitution, c'était un traité international. Voilà. Donc vous voyez, sur cet exemple-là, entre trois pays fondamentaux, on n'est même pas d'accord sur ce que c'est que ce qu'on veut, sur une constitution. On n'est même pas d'accord. Et ça, je pourrais vous le dire, par exemple, la vision du monde. Quelle est notre vision du monde? Quels sont nos intérêts nationaux? Les intérêts nationaux de la France la tourne éminemment vers les pays du Sud. En France, il y a 5-6 millions de Français qui sont d'origine maghrébine ou d'origine d'Afrique francophone. Et c'est un rythme qui ne va pas en s'atténuant. En Allemagne, il y a de plus en plus de gens d'origine turque. En Angleterre, originaire du sous-continent indien. Il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, c'est une autre affaire. Moi, comme disait De Gaulle, la politique, c'est l'art des réalités. Donc ça veut dire que la France, que cela plaise ou non, est un pays qui est de plus en plus tourné, dont les intérêts fondamentaux sont tournés vers le Sud. Voilà. L'Allemagne est beaucoup plus tournée vers le monde turcophone et puis vers les pays de l'Est européen. L'Allemagne a des liens avec les pays baltes très importants. C'était les pays des chevaliers teutoniques. Nous, on ne sait pas ce que c'est. Les Français n'ont aucun lien. En revanche, nous, on a des liens très importants avec la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est comme ça. Donc, je vais vous conclure un mot. Je dirais ce proverbe chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Voilà. Ça fait 60 ans que ça dure. Enfin, plus même depuis la déclaration dite Schuman de 1950. Ça fait 63 ans, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Je suis désolé de vous le dire. Enfin, en tout cas, c'est mon... Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé avec la construction du socialisme. Hein. Ça a duré de 1917 à 1991. Et à chaque fois, c'était pas à cause de c'était pas parce qu'il y avait un problème de départ, c'est parce que c'était mal appliqué. On allait avoir un autre socialiste, il n'y avait pas assez de socialistes, 74 ans. Hein. Et puis à la fin, on allait voir, ça marche pas. Ah, c'est pareil, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe, il faut une autre Europe. Voilà. En 1900, je montrerai ça dans la conférence de demain. En 1979, les premières élections européennes en France, le slogan, l'affiche du Parti socialiste français, « Changeons d'Europe ». Il y a la photo, hein, je la montrerai demain. 2009, 30 ans après, changeonsL'Europe.fr. La seule différence en 30 ans est arrivé Internet. Il faut quand même le faire. Quand je montre ça, les auditoires rigolent. Ils disent « Ah oui, ça va, ça va. » Bon. Oui, madame. Oui, moi j'ai une petite question concernant le traité de l'Union européenne, l'article 50. Alors, selon vous, quelle est la probabilité pour que cet article soit supprimé? Si on voit que la situation européenne se dégrade, bon, je dirais dans tous les pays, je suppose qu'ils vont un peu avoir être effrayés de la situation qui va se dégrader et justement essayer de supprimer cet article qui justement permet au pays de se retirer de l'Union européenne. Alors, je vais vous contredire si vous me le permettez. Il faut savoir plusieurs choses. D'abord,
le droit international s'applique aux relations entre les États d'Europe, comme entre tous les États. Or, le droit international, dans la Charte des Nations Unies d'une part, et dans des documents, dans des actes il y a un acte très important qui a été approuvé par acclamation de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le 16 décembre 1966, c'est ce qu'on a appelé le Pacte des droits civils et politiques des peuples du monde. Ce document a posé un principe qui est le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, ce droit, qui surplombe tout le droit interne, toute la vie internationale planétaire, tous les peuples du monde il est reconnu par l'ONU, donc par la Cour internationale de justice, qui est la Cour suprême en matière de règlement des différends pacifiques, qu'un peuple a toujours le droit de disposer de lui-même. La conséquence, c'est qu'il ne peut pas y avoir de traité international qui ne comporte pas de clause de sortie. Alors, si un traité ne comporte pas de clause de sortie, la jurisprudence internationale considère qu'elle le comporte quand même et qu'il est implicite. En France, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, nous avons, dans un tout autre domaine qui est dans le domaine du droit commercial, dans le cadre de la protection des consommateurs, par exemple, si vous achetez une Ferrari ou une Lamborghini un jour, et puis que le lendemain vous dites bah, « tiens, en fait, j'ai pas 3 francs 6 sous pour l'acheter, je me suis avancé un peu vite », vous avez 1 semaine pour vous dédire, pour revenir là-dessus. C'est ce qu'on appelle la clause Scrivener, d'une femme qui s'appelait Madame Christiane Scrivener, qui était secrétaire d'État à la consommation en 1975. Donc c'est ce qu'on appelle une clause d'ordre public. Même si le contrat qui vous lie au concessionnaire automobile auquel vous avez acheté la voiture ne comporte pas cette clause, elle est réputée exister quand même. Donc si vous êtes devant un tribunal, le tribunal vous donnera raison, dans un délai de 8 jours. Donc c'est pareil pour le droit international. Si un traité ne comporte pas de clause de sortie, c'est réputé quand même. Quand j'ai créé l'UPR en 2007, c'était le cas, puisque lors du traité de Rome, 1957, du traité de Maastricht, 1992, du traité d'Amsterdam, 1997, du traité de Nice 2000, il n'y avait pas de clause de sortie. Et ça avait été voulu pour. On a mis sur notre site d'ailleurs une vidéo de Jacques Attali qui dit c'est délibérément qu'on n'a pas mis de clause de sortie pour rendre les choses plus compliquées. Il n'a pas dit impossible. Il a dit les choses plus compliquées. Pourquoi c'est plus compliqué ? Parce que c'est plus compliqué d'expliquer à des gens que l'on a le droit de sortir si c'est écrit nulle part. Le raisonnement que je viens de vous dire, c'est un raisonnement de juriste, c'est pas un raisonnement très facile à faire comprendre aux gens. Mais les gens diraient, oui, mais attendez, c'est écrit nulle part. Ça serait parole contre parole, et je serais... Donc quand j'ai créé l'UPR en 2007, il n'y avait pas de clause de sortie. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet article 50 ? Il s'est passé qu'au moment de la Constitution européenne, la fameuse commission Giscard sur l'avenir de l'Europe, qui a commencé après le Conseil européen de Laeken de 2001, donc 2002, 2003, 2004, jusqu'à l'élaboration de la Constitution européenne, l'article 1 bis prévoit que l'Union européenne est fondée sur l'état de droit. Et par ailleurs, la France voulait appeler ça Constitution européenne. Donc les Français voulaient faire une espèce de grand acte historique très très important, en proclamant que l'Europe est un parangon de démocratie, d'état de droit, etc. Et puis, il y a des juristes allemands et britanniques, notamment, qui ont levé le doigt et qui ont dit « mais c'est quand même un petit problème, parce qu'on dit qu'on est un grand état de droit, mais on commence par bafouer le droit puisqu'on ne reconnaît pas de clause de sortie ». Il y a donc eu tout un débat dans la Convention Giscard sur cette question. Les juristes faisaient valoir que dans la constitution de l'URSS de 1936 de Staline, il y avait un article 73 de mémoire, je crois, qui justement prévoyait qu'une république socialiste soviétique pouvait quitter l'URSS. Cette clause de sortie qui était dans la constitution Staline 36 a été reprise dans la constitution Brejnev de 1977, puisque le brave Léonid Brejnev, en 1977, a voulu se faire plaisir pour le 60e anniversaire de la Révolution d'octobre, a fait une nouvelle constitution. Il a repris la clause de sortie de l'URSS. Moi, quand j'étais à l'ENA, en 83, on avait des cours de droit constitutionnel sur des constitutions étrangères, et je me rappelle très bien que le prof, les gens riaient en disant « oui, il y a une clause de sortie », mais en 1983,
les gens considéraient que tout ça c'était pipeau, ça ne servait à rien, quoi. Bon. On se demandait d'ailleurs pourquoi Brejnev avait conservé cette clause introduite par Staline en 1936. Je suis sorti de l'ENA en 1985 avec des amis, je suis allé en URSS. Gorbatchev est arrivé au pouvoir le 11 mars 1985, on est allé en juillet. Tout le monde, l'Occident entier, je ne sais pas si oui, vous viviez à cette époque, comme moi, donc les gens qui se rappellent de cette époque qui ont ici, il y a une partie de gens très jeunes qui vivaient pas à cette époque ou qui étaient inconscients, mais en 85, les pays occidentaux craignaient beaucoup l'arrivée de Gorbatchev. C'est un type beaucoup plus jeune que Andropov, Tchernenko, c'est un type il était à la tête du KGB, qu'est-ce qu'il va... Donc en 85, je vais en URSS, c'est un pays qui était ce qu'il était, mais qui donnait l'impression de solidité. En 91, tout était terminé. 6 ans après, et la Lettonie, la minuscule Lettonie en 1990, avait proclamé son indépendance et en sortant l'article 73 de la Constitution Brejnev. Celui-là même dont quelques années auparavant à l'ENA, les gens rigolaient en disant « ça n'aura jamais lu ». Ce que je vous dis là est, je crois, vraiment important, c'est qu'en histoire, il ne faut jamais injurier l'avenir, et que quand vous avez des articles qui existent, même si vous croyez que jamais ils ne seront utilisés, ils existent et ils peuvent être utilisés et mis en œuvre un jour. Et c'est justement pour ça qu'il y a eu ces grands débats à la Constitution Giscard, c'est qu'ils se rappelaient très bien qu'il y avait une clause de sortie dans la Constitution Staline-Brejnev, Staline 36, Brejnev 77, et que cette clause de sortie avait fini par être utilisée par la Lettonie. Alors évidemment, si ça avait été sous Staline, Staline aurait envoyé les chars, aurait réduit à néant la truc. Mais on n'était plus sous Staline. On était dans un univers de déréliction. Qu'est-ce qui est en train d'arriver en Europe ? En Europe est en train d'arriver le même univers de déréliction. La fin de l'Union soviétique, c'est que même les dirigeants n'y croyaient plus. Mais actuellement, même les dirigeants n'y croient plus à la construction européenne. Même derrière leur rodomontade, etc. Je connais suffisamment les allées du pouvoir en France. J'ai vu suffisamment de ministres pour vous dire qu'ils savent très bien que ça marche absolument pas. Ils sont quand même pas cons. Donc ils font semblant. Ils font semblant comme on faisait semblant dans l'URSS finissante, où les blocages étaient insurmontables de partout, mais on n'avait pas le droit de remettre en cause le dogme. Mais il y a un moment à partir duquel cette nécrose atteint les sommets de l'État, les gens n'ont même plus envie, quoi. Voilà. Donc quand vous voyez, regardez ce qui se passe, franchement, la nécrose... avant-hier, il y a quand même 2 ministres du gouvernement britannique, M. Philip Hammond, qui est le secrétaire à la Défense, quand même, ministre de la Défense britannique, et M. Michael Gove, qui est le ministre de l'Éducation, de l'actuel gouvernement britannique, ont appelé à la sortie de l'Union européenne. Ce que je disais, moi, il y a 6 ans, les gens disaient il a fumé la moquette, il est zinzin, etc. Maintenant, ce sont des ministres du gouvernement de Sa Gracieuse Majesté qui le disent. Vous voyez que la nécrose va très très vite. Donc, moi je dis que franchement, je ne pense pas du tout que ce soit le sujet. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a eu des grands débats sur cet article. Il y a eu des gens, notamment Giscard, qui ne voulaient surtout pas qu'il y ait cet article, parce qu'ils savaient que ça risquait de mettre la puce à l'oreille et d'offrir évidemment... parce que nous, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Si vous relisez la charte fondatrice de l'UPR, je ne mentionne pas cet article puisqu'il n'existait pas. Donc je dis qu'en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on peut en sortir. Je cite le pacte de 66. Mais depuis, la Constitution européenne n'a pas été ratifiée par les Français, vous le savez, puis par les Néerlandais. Mais en 2008, Sarkozy, et puis c'est entendu avec les autres Européens, on nous a imposé le traité de Lisbonne qui a repris les mêmes articles. Or, en définitive, la Constitution européenne, j'ai oublié de le préciser, en fait, c'est les juristes britanniques et allemands qui avaient emporté le morceau, qui avaient dit c'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on sait l'état de droit et puis le violer. En plus de ça, peut-être que les Allemands et les Britanniques avaient une idée derrière la tête eux-mêmes. En du style, parce que par exemple, j'expliquerai ça dans ma conférence d'après-demain à Lille sur l'euro. L'euro n'est pas une monnaie unique, ce qui est très important à comprendre en termes techniques, c'est une monnaie commune, contrairement à ce que disent les gens. Les monnaies nationales continuent d'exister, puisque nous avons tous gardé nos banques centrales nationales, et ça c'est les Allemands qui ont voulu. Il y a toujours une banque centrale belge, il y a toujours une banque de France, il y a toujours une banque, la Bundesbank. Il n'y a pas eu suppression des banques centrales. La BCE ne représente le bilan de la BCE, c'est que 7% du bilan des banques centrales de tous les pays de la zone euro.
C'est une toute petite structure, enfin il y a du monde, mais c'est une toute petite structure en termes financiers par rapport aux autres. Et ça a été voulu par les Allemands pour qu'il y ait facilement réversibilité. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une collection, je l'expliquerai après-demain, de monnaies homonymes. Voilà. C'est des monnaies qui sont des créances sur des banques centrales différentes et qui portent le même nom. Mais le système a été conçu pour que ce soit facile, enfin facile. Pas très facile, il y aura du grabuge, mais que ce soit plus facile de revenir en arrière que si on avait tout supprimé. Ce qui d'ailleurs n'aurait pas non plus empêché. Il n'y avait pas de banque centrale du Kirghizistan ni de la Lettonie sous Brejnev, et pourtant, dès que l'URSS s'est désintégré, en quelques mois ou années, ils ont recréé leur monnaie nationale. J'expliquerai ça après-demain. Mais c'est quand même devenu un processus facilement réversible. Donc c'est la même chose. Les Allemands ont emporté le morceau. Il y a eu l'article 50 qui a été intégré dans la Constitution. La Constitution a été rejetée par les Français. Mais lorsqu'ensuite on a repris Sarkozy a repris le traité de Lisbonne, il a repris les textes de la Constitution, et donc c'est comme ça que l'article 50 a été avalé. Alors évidemment pour nous, c'est tout bénéfice, parce que maintenant c'est beaucoup plus facile de montrer aux gens l'article que de leur dire mais de toute façon on a le droit d'en sortir quand même. Maintenant c'est en termes politiques et médiatiques c'est très fort. Lorsque je dis aux gens, parce qu'avant les gens disaient mais on ne peut pas en sortir, hein. Je vous assure que pendant les premières années, les gens disaient on va sortir de l'Europe. Alors je dis mais si on ne peut pas en sortir, pourquoi il y a un article qui le dit? Ça a été très fort. Hein. Maintenant vous n'avez plus beaucoup de gens qui disent on ne peut pas en sortir. En France, les journalistes, plus personne ne me le dit, on est suivi par beaucoup de journalistes. Voilà. Monsieur. Je voulais vous poser une question sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Si ce projet voit le jour, quelles seraient les conséquences économiques et politiques pour les pays d'Europe, pour la France, en Égypte? Les conséquences, c'est que d'ores et déjà, vous savez que nous ne sommes pas maîtres de notre commerce extérieur. C'est-à-dire que d'ores et déjà, la France, par exemple, elle est membre de l'Organisation mondiale du commerce, comme tous les autres pays de l'Union européenne, mais nous ne sommes pas représentés. Nous nous faisons représenter par le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales. Donc, ça veut dire que c'est un commissaire qui négocie pour 27. Alors c'est terrible. C'est terrible parce que c'est comme ça qu'on s'est fait fourguer la mondialisation. Comment font les autres pays du monde? Les autres pays du monde, ils font alliance à l'OMC entre des pays qui ont le même intérêt, sujet par sujet. Par exemple, la Thaïlande, l'Indonésie va faire alliance avec le Chili, le Canada, l'Australie, la Malaisie, dans ce qu'on appelle le groupe de Cairns sur les questions agricoles. Parce qu'ils ont les mêmes intérêts. Mais ensuite, sur les sujets, par exemple, financiers, le Canada ou l'Australie vont être du côté occidental, et puis la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, qui eux sont des pays beaucoup plus fermés avec des ouvertures asymétriques, comme je le citais tout à l'heure, eux ne vont plus être dans un même groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que nous, on postule que parce que nous sommes frontaliers par contiguïté géographique de proche en proche, on devrait avoir les mêmes intérêts dans tous les domaines, ce qui est faux. C'est comme ça que la France, par exemple, est engluée dans cette affaire d'OMC. Pour bien comprendre comment ça marche, l'affaire du textile. La France avait une industrie textile, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. L'Angleterre n'en a plus. L'Angleterre, en revanche, elle a des sociétés financières puissantes. Lorsqu'il s'est agi de négocier avec la Chine de l'importation des textiles chinois, auparavant, il y avait des droits de douane très importants, plus des quotas, c'est-à-dire des droits de douane qui renchérissent le prix à l'importation, et des quotas, c'est qu'on dit, voilà, on importe 400 000 chemises, terminé après, par an. C'est des moyens de régulation du commerce extérieur. Le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales à l'OMC pour le compte des 27 États était britannique. Et il a négocié avec les Chinois la suppression non seulement des droits de douane, mais des derniers quotas textiles avec la Chine. Il a obtenu quoi de la Chine en retour? L'ouverture du marché chinois aux Lloyds britanniques, compagnie d'assurance. Ça, c'est typiquement le truc européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu de Londres, c'est gagnant-gagnant. Les Anglais, qui n'ont plus d'industrie textile, préfèrent acheter du textile en Chine à très bas prix plutôt qu'en France ou en Espagne, qui est beaucoup plus cher. Donc, ils importent désormais sans limite. Et en revanche, la première compagnie d'assurance au monde, les Lloyds britanniques, qui a été créée vers 1570, ont accès au marché des assurances en Chine. Première compagnie d'assurance occidentale à entrer en Chine. Tout bénef pour Londres.
Donc les Britanniques qui ne se payent pas de mots, mais qui sont, je rappelais tout à l'heure ce que disait Sir Christopher Soames, ce sont des gens qui savent, qui sont habiles dans les négociations commerciales, donc ils vont œuvrer pour leurs intérêts. Maintenant, quels sont les dindons de la farce? Les Français, mais aussi les Espagnols. Parce que nous, on n'a pas accès au marché des assurances en Chine, on voit le train passer devant nous, et 2, on voit l'arrivée des textiles chinois sans quota, sans droit de douane, ça tue notre industrie textile qu'on avait encore dans les Vosges ou dans le Nord. Donc nous, on a tout perdu. C'est ça la magie de la solidarité européenne. Et en Europe, on va dire oui, on a troqué une industrie déclinante, le textile, contre un truc d'avenir, les services financiers. Moyennant quoi, on se retrouve maintenant en France avec un pays qui ne produit plus assez de vêtements pour sa propre population. On n'est pas les seuls. Ce qui est inouï en termes stratégiques. Normalement, un homme d'État, dans tout État, doit veiller à ce que sa population soit autosuffisante d'un point de vue alimentaire et d'un point de vue vestimentaire. C'est le b.a.-ba. Actuellement en France, par exemple, maintenant les vêtements des policiers sont fabriqués au Maroc ou en Chine. Notre armée, c'est dingue. C'est dingue. C'est une mentalité, c'est de la folie collective. Alors maintenant, votre question allait au-delà, puisque c'était le marché transatlantique. Mais c'est pire. Parce que ça veut dire que désormais, on va se coller sur des décisions fabriquées depuis Washington. Et comme nous sommes... Les États-Unis d'Amérique sont une vraie puissance, un pays... Voilà, d'ailleurs, je rappelle, je fais une incidente, parce que j'ai encore débattu de ça l'autre jour, là, à Lyon. J'avais un contradicteur qui parlait toujours des États-Unis d'Amérique comme du modèle que nous devions suivre. Il me disait oui, comme il y a le Texas, ça c'était le discours de Eisenhower en 1951 au Paris Match. On disait oui, la France est comme le Texas. Mais non, la France c'est justement pas comme le Texas. Parce que les États-Unis d'Amérique et l'Europe n'ont pas du tout la même histoire. Les États-Unis d'Amérique ont été constitués par des gens qui sont arrivés, les pèlerins du Mayflower de 1620, du 11 novembre 1620 ou décembre 1620, ils ont fait une déclaration. Pèlerins du Mayflower, vous connaissez les premiers immigrants qui sont venus s'installer en Virginie. Ils sont venus s'installer aux États-Unis, venant d'Angleterre, ils ont fait une déclaration en disant en nous plaçant sous la protection de Dieu, nous nous constituons en une seule entité civile et politique. Dès le début, les immigrants sont arrivés dans ce qu'allaient devenir les États-Unis comme une entité civile et politique, parlant la même langue, ayant les mêmes fantasmes historiques, c'est-à-dire couper les liens avec la vieille Europe, en finir avec les monarchies, etc., avoir une espèce de nouvelle Jérusalem, une espèce de Jérusalem terrestre, de pays paradis sur terre, où chacun pourrait faire fortune sans considération. C'était... Les premiers Américains, il faut toujours revenir à l'histoire d'un pays de ses origines pour le comprendre, c'était soit des escrocs, soit des religieux, qui voulaient fonder des espèces d'illuminés religieux ou des escrocs qui étaient à la tour de Londres. C'est toujours la même chose. Les Américains sont toujours des escrocs mélangés avec des religieux. C'est marqué dessus, c'est sur le billet de dollar, In God We Trust. Le dollar est une escroquerie en soi, In God We Trust, c'est quand même marqué dessus. Vous avez, si vous connaissez un peu les États-Unis, il y a un truc très religieux. Vous allez dans le Middle West, c'est quand même super religieux. C'est là qu'il y a les Mormons, c'est là qu'il y a les Quakers. Vous avez quand même une grande. Et en même temps, ce sont aussi des escrocs. Le système financier international est une escroquerie en ce moment. Donc, les pèlerins du Mayflower sont arrivés en 1620. Ils se sont constitués dans un corps civil et politique unique. Après, ils se sont répandus sur le territoire en tuant tout ce qui se passait, les Hurons, les Apaches, les Sioux, tac, tac, tac. Ils se sont répandus, et puis ils se sont divisés. Ils se sont divisés un peu comme une famille. Il y aurait un patriarche qui aurait un grand terrain, puis qu'il partage entre ses enfants, ses petits-enfants. Mais nous, c'est pas du tout la même chose. Nous, on a des pays qui sont préconstitués depuis 1500, 2000 ans, qui ont chacun leur langue, leur histoire, leur religion, leur population, leur tradition, etc., et qui n'ont rien à voir. C'est un des monde. Il n'y a pas beaucoup de zones au monde qui sont comme ça. Il y a peut-être l'Asie du Sud-Est, et encore, il y a moins. Sur un tout petit territoire, enfin, pas tout petit, mais sur quelques milliers, disons sur 5 ou 6 000 kilomètres de large, vous avez, je ne sais pas, 27 ou 30 langues, dont des très grandes langues mondiales, l'espagnol, le français, le néerlandais, l'allemand, l'italien, l'anglais, même le polonais, voilà, le russe, tout ça, ce sont des langues importantes, ce sont des histoires. Donc,
l'idée, c'est pas du tout un système de fission, c'est un système de fusion. Je le dis dans une autre de mes conférences. Dans un cas, les États-Unis, c'était le système de la fission nucléaire. C'est comme une bombe. C'est assez facile parce que c'est conforme à l'entropie du monde, la complexification des organismes. Vous répandre et vous diviser, c'est facile. En revanche, avoir des trucs divisés pour les réunifier, c'est impossible. Ça, c'est le phénomène de la bombe H. C'est la bombe thermonucléaire. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas du tout... De Gaulle avait une façon très simple de résumer ça. Il disait, à ceux qui lui parlaient des États-Unis, il disait, mais on ne peut pas faire les États-Unis en un, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire une omelette avec des œufs durs. Et tout est dit. On ne peut pas faire une omelette avec des œufs durs. Monsieur? Non, c'est vous, oui. Oui. Moi, ma question, c'est que vous avez brièvement illustré que la construction européenne est une construction américaine. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que selon vous, ces élites américaines qui ont tenu cette construction européenne travaillent vraiment pour les intérêts des États-Unis, ou si on partage par exemple les thèses d'une universitaire française, Pierre Hillard, qui explique qu'en fait tout ça constitue en fait une espèce d'oligarchie mondialiste qui serait en fait cosmopolite transnationale. Et donc, l'idée, c'est que si, par exemple, pas mal de colonies, ces abandonneront tout sur place et déménagements. La question, c'est est-ce que, selon vous, les gens qui ont construit l'Europe à partir des États-Unis travaillent vraiment pour l'intérêt national américain ou plutôt pour l'intérêt d'une oligarchie qui dépasserait Alors, je répondrai à plusieurs choses. D'abord, c'est une bonne question, c'est une question intéressante. Je ne suis pas sûr d'avoir forcément la bonne réponse. Chacun a son point de vue. Je connais Pierre Hillard. D'abord, je répondrai un petit peu la même chose que tout à l'heure. Pierre Hillard n'a pas créé un parti politique. C'est un universitaire, je le connais un peu. Hein. C'est un universitaire, il écrit des livres. C'est une espèce de think tank à lui tout seul. Voilà, donc, c'est très riche, mais son ambition n'est pas de changer le monde. Il aide à apporter de l'information. J'ai tendance personnellement, il y a des choses qu'il a écrites que je trouve très très bien, enfin son analyse par exemple sur l'Europe ethnique, je me suis inspiré de certains de ses passages de certains de ses ouvrages pour la conférence de ce soir. Et il y a des choses, il a écrit un très intéressant livre sur Bertelsmann. Bon, moi je lui reproche personnellement, c'est pas un reproche intellectuel si vous voulez, c'est que je trouve qu'il est pessimiste. Il est trop pessimiste, il verse un petit peu parfois dans le paranormal, du style il faut qu'il n'y a plus que la divine providence pour. Bon, moi je le trouve trop pessimiste et trop, parfois un peu irrationnel. La question que vous posez par ailleurs, il y a du vrai, mais je pense qu'il n'y a pas que du vrai. Les gens ont un peu tendance trop facilement, c'est comme les Alain Soral et compagnie, à considérer que les États-Unis, ça serait de la gnognotte. Non. Aux États-Unis, je crois savoir qu'il y a différents centres de pouvoir. Il y a des lobbies très importants qui s'exercent. Alors, il y a certains qui disent le lobby israélien. Oui, il y a un lobby israélien très important, mais c'est pas le seul. Il y a le lobby militaro-industriel, il y a le lobby de l'armée, il y a le lobby il y a des quantités de lobbies qui s'exercent. Et voilà. Comment ? Le lobby bancaire, etc. Il y a beaucoup de lobbies qui s'exercent. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même encore une puissance qui a des raisonnements de puissance, de puissance étatique. L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne n'est pas de la Russie. Ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas, avec une lecture style oligarchique, il y a des gens qui me disent oui, mais en fait, bon, Poutine, tout ça, c'est la même chose. Et puis les Chinois aussi. Enfin bon, avec une telle lecture, on ne comprendrait pas les oppositions, on ne comprendrait pas Femen, on ne comprendrait pas les Pussy Riot, on ne comprendrait pas pourquoi la Turquie doit entrer dans l'Union européenne et pas la Russie. Quand vous lisez Zbigniew Brzezinski, qui a un vrai raisonnement de géopoliticien national, il s'agit bien d'un encerclement de la Russie, de refouler la puissance russe dans l'interland eurasiatique. Ça, c'est un raisonnement purement national américain, hein, qui consiste à encercler la Russie par le sud et l'ouest, et en même temps de dominer, parce que l'Anatolie est au Moyen-Orient, ce que le Tibet est à l'Extrême-Orient. Je disais tout à l'heure, vous avez vu ma carte avec le Tibet
qui peut dominer balistiquement 50% de la population mondiale, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et la Chine. L'Anatolie, peut dominer également, c'est le plateau qui permet de dominer le Moyen-Orient, de surveiller tout ça. Ça, ce sont des raisonnements purement nationaux et je ne vois pas en quoi l'explication par l'oligarchie explique pourquoi, par exemple, la Turquie devrait entrer dans l'Union européenne et pas la Russie. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas épuisé le sujet. Oui, c'est vrai, il y a une oligarchie qui... les intérêts aux États-Unis... D'ailleurs, quand moi je dis les Américains, parfois il y a des gens qui me l'ont reproché, quand je dis les Américains, c'est comme quand je dis les Français ou quand on dit les Allemands. De quoi parlons-nous? Bon, les Français, il y a des gens qui disent que les Français sont des salauds parce qu'ils nous bombardent en Libye, par exemple. Il y a des Libyens qui disent ça, mais le peuple français, dans sa majorité, est très hostile à ce qui se passe en Libye. Aux États-Unis soi-même, malheureusement, une grande partie du peuple américain est complètement lobotomisé par la télé. Mais vous avez aussi quand même des gens aux États-Unis. Moi, j'ai des amis aux États-Unis. Vous avez aussi des Américains qui réfléchissent. Il y a aussi des mouvements aux États-Unis. On parle beaucoup de Ron Paul, mais moi je cite dans ma conférence notamment où je parle de l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne, je montre il y a des associations avec des centaines d'associations, les vétérans pour la paix, les églises ci, les églises ça, il y a plein de gens qui justement essaient de lutter contre leur propre gouvernement. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut dire. À mon avis, bien sûr, il y a une oligarchie qui laissera tomber les États-Unis si les États-Unis se cassent la figure, c'est vrai. Mais moi, et ça sera ma conclusion, si vous me le permettez, dans cette réponse que j'essaie de faire un petit peu nuancée, parce qu'il y a du vrai, mais je pense que ça n'épuise pas le sujet, mais surtout ce que je reproche, c'est que ça n'est pas opérationnel. Voilà. C'est que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure quand quelqu'un m'interrogeait sur Anthony Sutton, tout ça est très intéressant. Et alors ? Moi, que ce soit Pierre-Paul ou Jacques qui tire les ficelles, je m'en fous. Moi, je veux couper la ficelle. C'est tout. C'est comme si, je vous ai dit cet exemple de De Gaulle, c'est comme si quelqu'un était allé voir De Gaulle le 19 juin 40 en lui disant « Vous appelez à la résistance pour chasser les Allemands, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'en fait Hitler est financé par la City ou par la famille Bush ?» Mais on s'en fout. C'est pas le problème. Pour l'instant, il faut limiter... c'est un raisonnement, je reconnais. Hein, c'est un raisonnement j'essaie d'être un responsable politique et je veux... À un moment, je dis il faut limiter la recherche des causes ultimes. Voilà. On a un raisonnement politique, nous on veut libérer la nation, la patrie. Et c'est ce qu'a fait De Gaulle. Voilà. Maintenant qu'on recherche, après qu'on découvre, voilà, bon, c'est comme on pourrait dire, est-ce que Pearl Harbor était un false flag? Très bien, tout ça c'est intéressant. Mais il faut, hic et nunc, en tout cas c'est notre vocation de parti politique, faire changer les choses. C'est pour ça que moi je ne veux pas m'épuiser dans des débats pour savoir, parce que finalement quelle est la conclusion opérationnelle que l'on tire de Pierre Hilard? C'est le plus gros reproche finalement que je lui fais. Enfin c'est pas un reproche. Pas un reproche, parce que je trouve qu'il apporte des choses au débat intellectuel. Mais je ferai un reproche de nature opérationnelle, c'est que quand on le lit, par moments, on n'a plus envie que je tombe une balle à la tête, quoi. C'est fait, le nouvel ordre mondial, la mise en place irrésistible. Il a un fatalisme que je ne partage pas. Parce que l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes, porte plutôt, à mon avis, je vais peut-être pas vous convaincre, mais porte plutôt sur très longue période à l'optimisme. Parce que je pense quand même qu'il y a inhérent à l'être humain la recherche de la vérité, la recherche de la liberté, c'est quand même des éléments de... À mon avis, hein, je peux me leurrer sur l'espèce humaine, mais je crois que pas quand même. Sur très longue période, sur les millénaires, il y a quand même... On va vers une progression de la conscience de l'humanité. Enfin, je ne veux pas employer des termes grandiloquents, mais c'est un peu vrai. Et ça me permet quand même de dire un point qui est important, c'est aussi la Weltanschauung, comme diraient nos amis d'Outre-Rhin, la vision du monde que nous avons. Parce que nous sommes dans une ère politique où les partis politiques ne disent pas ce qu'ils veulent. Nous avons dit dès la charte fondatrice quelle est notre vision du monde. Nous pensons que, d'ailleurs, il y a quelques auteurs célèbres du début du XXe siècle, Sri Aurobindo, par exemple, qui l'a dit, nous pensons que dans le monde d'aujourd'hui, du 3e millénaire, tous les États, tous les peuples doivent être en contact. C'est d'ailleurs ce qu'ils sont, on n'a pas changé. Les peuples sont en contact les uns avec les autres. Nous disons que la construction européenne, elle est condamnée dans son principe même, puisqu'elle revient à séparer les torchons et les serviettes. C'est une conception anglo-saxonne de nature racialiste, je le disais rapidement tout à l'heure, de type apartheid. On considère en fait
Et c'est l'un des paradoxes les plus insoutenables de cette construction européenne. Les européistes me disent « nous sommes ouverts sur l'étranger, vous êtes des nationalistes, vous voulez fermer la France sur elle-même ». Mais je dis non, c'est l'inverse. Vous êtes des nationalistes blancs européens. Moi, je veux ouvrir le monde sur l'universel. C'est d'ailleurs la vocation de la France. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Il faut ouvrir les yeux. C'est quoi, en Belgique, ça va être comme en France, les jeunes ou les moins jeunes, c'est quoi? Moi, je ne vois autour de moi, à commencer par moi. Moi, je suis allé, vous vous rappeliez tout à l'heure 85, maintenant j'en suis à 92 pays du monde. Moi, j'ai un neveu qui est en Australie. Voilà, j'ai des gens qui étaient... Et moi, je vois autour de moi, les gens partent au Chili, aux États-Unis, au Japon, en Afrique, en Belgique. Voilà. Il n'y a pas cette notion de... Donc, il y a une intrication des relations. Voilà. Il y a une intrication complète. D'ailleurs, j'étais à l'école de management de Lyon, à l'école de commerce de Lyon. Ils étaient là, les étudiants me vantaient les mérites de la construction européenne, etc., pour faire face à la Chine. Et je voyais que des Chinois se baladaient dans l'école. Je disais, c'est qui ça? Bah oui, on a un partenariat avec la Chine, c'est génial. Je dis, voilà, arrêtez de fantasmer. Nous, on a des relations avec les Chinois, c'est très bien. J'ai accompagné Chirac à Pékin plusieurs fois, je suis allé en Chine. J'avais, pendant plusieurs années, pendant 2-3 ans, j'avais été le Français qui avait le plus souvent vu Chiang Kai-shek, c'est le président de la République populaire de Chine à l'époque, avec Li Peng qui était le Premier ministre. Je connaissais toute la haute hiérarchie chinoise. Avec Chirac, on est reçu à Zhongnanhai, la cité interdite des dirigeants. C'est à Pékin, vous avez le centre de la cité interdite qui est ouverte aux touristes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très beau. Et il y a une partie qui est complètement fermée au public, qui est la partie où vivent les dirigeants suprêmes du pays. C'est un peu comme si au château de Versailles, il y avait une aile, l'aile Louis-Philippe, où il y avait François Hollande, Valérie Trierweiler et compagnie. Bon, il y a bien eu la Pompadour. Donc, on allait là-dedans. Chirac est reçu par Chiang Kai-shek, et Chirac, je vous la fais court, parce que sinon je vous tiendrai toute la nuit. Mais Chirac dit, à un moment, il dit, voilà, Monsieur le Président, nous voudrions vendre le TGV français, Alstom, une très grande entreprise, etc. Et le président chinois qui était là, qui faisait semblant de dormir, l'empereur derrière le rideau, comme on dit en Chine, qui l'écoute et qui après dit, ah, Monsieur le Président de la République française, il y a quelque temps, j'ai reçu ici Monsieur le chancelier de la République fédérale d'Allemagne qui me disait grand bien du système ICE allemand, du train allemand de chez Siemens. Il se bidonne. Il voit les Européens arriver les uns après les autres pour dire du mal les uns des autres. D'ailleurs, c'est très bien qu'il en soit ainsi. On fait des alliances. Citroën fabrique ses voitures à Wuhan avec... sa co-entreprise s'appelle Dongfeng, c'est d'ailleurs le vent de l'Est, pendant que Volkswagen fabrique ses voitures avec une autre co-entreprise chinoise. Moi, je trouve ça formidable. Le monde d'aujourd'hui est un monde il n'y a pas à faire de séparation entre les... C'est d'ailleurs ce qui assurera la paix du monde. Il n'y a rien de pire que cette vision européenne qui consiste à dire, voilà, les pays européens d'un côté, les pays musulmans de l'autre, mais c'est contraire en plus de ça, la France elle a des liens extrêmement étroits avec l'Algérie. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, bon, elle en a beaucoup moins, un peu, elle en a pas mal avec le Liban et la Syrie, elle en a très très peu avec Oman, avec les Yémen, elle en a pas beaucoup, elle en a forcément, mais elle en a pas... affectivement avec l'Arabie Saoudite, elle n'en a pas affectivement avec le Soudan. Et puis il y a d'autres pays qui ont des liens avec les pays du monde arabe, l'Angleterre ou les États-Unis avec l'Arabie. Et c'est bien. C'est bien. Et pourquoi donc vouloir faire... L'Europe qui dit aux pays du Maghreb, il faut facile l'union du Maghreb arabe. Ça ne marche pas plus. L'UMA ne marche pas plus. L'union du Maghreb arabe ne marche pas plus que l'Union européenne. C'est pas bien. Je monte dans ma conférence de demain soir je fais un peu du racolage, mais demain soir, vous verrez, j'ai trouvé un site internet qui est tout à fait passionnant, qui permet de mesurer les liens d'amitié Facebook selon les nations du monde. Et on y découvre des choses vraiment qui sont d'ailleurs conformes à ce que l'on peut imaginer si on a du bon sens, mais qui contredisent tous les présupposés de la construction européenne. Par exemple, vous savez ce que c'est Facebook? Bon, vous savez, notamment, ça concerne surtout des gens qui ont moins de 40 ans, quoique, bon, il y a des vieux bonzes comme moi qui sont sur Facebook, mais disons que c'est plutôt les jeunes ou les très jeunes générations. Mais
les liens, par exemple, d'amitié entre les Français et les Allemands sont très faibles. Hein. Entre les Français et les Lettons, c'est 0. Mais entre les Français, les Tunisiens, les Français et les Algériens, les sphères, c'est énorme. Ben oui, c'est comme ça, c'est le fruit des immigrations, des liens linguistiques. Et ce qui est intéressant, c'est pays par pays, vous voyez qu'il y a des liens. Par exemple, les Britanniques sont beaucoup plus concernés, ont beaucoup plus de liens avec les pays comme l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qu'avec la Pologne ou la France. Voilà. C'est comme ça. Oui. Bonjour et merci. J'ai une question pour vous. Je voudrais revenir sur le prix Charlemagne. Merci. Oui, je voudrais revenir sur le prix Charlemagne dont vous avez parlé tout à l'heure. Un petit peu comme vous en aviez parlé dans une autre conférence concernant le prix Nobel de la paix. J'aurais voulu savoir si vous en connaissiez le mécanisme pour voir qui composait le groupe qui permettait de voter pour telle ou telle personne pour distribuer ce prix. Je vois que j'ai dans la salle des gens qui connaissent bien mes conférences. Je suis flatté, bravo. La réponse, malheureusement, va vous décevoir. Non, je ne sais pas. C'est la mairie de la municipalité, je crois, d'Aix-la-Chapelle qui attribue ce prix, mais je suis bodor que compte tenu de l'importance politique, c'est vraiment le plus grand prix européen qui est donné. Je suis bodor que ça doit être surveillé de près. Mais je ne sais pas qui, effectivement, attribue ce prix. Il faudrait que je creuse le sujet. Voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai effectivement fait une conférence où j'ai en partie décrypté l'affaire du prix Nobel le prix Nobel de la paix, qui est une véritable escroquerie mondiale. Ça vaudrait même le coup, quasiment, de faire un ouvrage là-dessus. Je n'exclus pas de le faire. Ce que je vous propose, c'est que je crois que là, les gens commencent un petit peu à s'en aller, donc je suis moi-même un petit peu fatigué. Ce que je vous propose, peut-être, si j'ai bien compris, il y a peut-être un petit peu à boire et à manger, et puis qu'on arrête ici. Je suis à votre disposition pour discuter en tête-à-tête. Je vous signale, je ne vais pas vous dire que demain il y a une conférence à Bruxelles, ni une conférence à Lille après-demain, mais je vous le tiens quand même. Je vous signale qu'il y a à la sortie une petite guérite là-bas, enfin c'est pas une guérite, c'est une petite table où on peut vous vendre des programmes 3 €, ça nous coûte 2,97 € à la fabrication, donc vous voyez qu'on ne fait pas beaucoup de bénéfices. Éventuellement je peux vous dédicacer si vous le souhaitez. Vous pouvez également acheter des petites bricoles, des dossiers, des badges. Et puis alors surtout, parmi vous, si vous souhaitez adhérer à l'Union populaire républicaine, eh bien vous avez des formulaires d'adhésion. Hein. Les formulaires d'adhésion qui sont ouverts, l'adhésion à l'UPR est ouverte aux gens de nationalité française ou étrangère. La différence, c'est que pour la nationalité étrangère, ils n'ont pas le droit de vote au moment de notre congrès pour choisir nos instances dirigeantes. Donc on congrès tous les 3 ans, donc c'est assez naturel, me semble-t-il, mais c'est ouvert aussi aux gens qui ne sont pas de nationalité française. Ils peuvent aussi faire un don s'ils ne souhaitent pas adhérer à notre mouvement. Quant aux Français qui sont expatriés, ils peuvent évidemment adhérer. J'en profite pour signaler une des spécificités de notre mouvement, c'est que nous avons un nombre important, une surreprésentation de Français expatriés. Nous avons à peu près 5,8 à 6% de nos adhérents qui sont des expatriés, alors que la moyenne nationale est de 2% de Français expatriés. On considère qu'il y a à peu près 1,2 million à 1,5 million de Français qui sont expatriés dans le monde. Et nous avons donc, ce qui fait 2%, nous on a pratiquement 6% d'expatriés. On a des expatriés jeunes qui sont expatriés aux États-Unis, en Angleterre. Enfin, numéro 1, les premiers pays d'expatriation, c'est Angleterre, Belgique, Espagne, Allemagne. Canada, au Québec, on en a pas mal. Et voilà, là, ce sont nos gros bataillons, mais on a au moins 5 ou 6 expatriés aux États-Unis. Et puis on en a 2 ou 3 au Japon, on en a à Hong Kong, en Australie, on en a également dans plein de pays du monde. On en a au Sénégal, on en a au Liban, on en a en Colombie, on en a au Sri Lanka, on en a en Inde, on en a au Vietnam, voilà. Donc je le signale parce que c'est un point sur lequel j'attire l'attention de nos lecteurs, c'est que nous ne sommes pas un parti ringard. D'ailleurs, la moyenne d'âge est basse, elle est de 40 ans, et on a beaucoup de gens de moins de 30 ans, beaucoup. Et on a de jeunes expatriés. Donc ils sont les premiers à voir sur le terrain
que loin d'être ringards et contraires à la réalité du monde, nous sommes au contraire, on colle à la réalité du monde parce qu'ils sont les premiers à voir à quel point notre pays a perdu et perd son rayonnement et que les gens dans le monde attendent un retour de la France, non pas comme la puissance dominante bien entendu, mais comme une puissance d'équilibre face au monde anglo-saxon. Voilà. Merci beaucoup.